Bon, on n'a pas pu tout traiter, mais de toute façon, c'est le début d'échanges qui vont normalement continuer. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu un peu partager beaucoup de choses et faire circuler de l'information. Ça rend des isolements, comme on dit toujours, et puis surtout, ça permet de s'ouvrir à d'autres situations. Un mot sur mon psy, parce que moi, je rejoins un peu Albert et après, j'introduis sur la seconde table ronde, enfin la dernière. Mon psy concerne personne. Moi, je reçois sur Paris, je reçois en province. En province, j'ai eu des situations, on me demande s'ils peuvent être remboursés, mais je dis que leur cas ne relève pas de mon psy, ils sont trop malades. Je leur dis, je leur explique comment la situation est. D'abord, je ne me suis pas inscrit, mais je dis de toute façon, je ne m'inscris pas dans ce dispositif parce que ça ne concerne pas des gens qui souffrent. Donc vous, je dis, vous venez, vous vous êtes suicidé, vous êtes alcoolique, vous prenez des antidépresseurs, vous ne relevez pas de mon psy. Mon psy concerne des gens qui ne sont pas malades. Et puis je l'explique à tout le monde. Donc en fait, le problème n'existe même pas parce que vous recevez qui avec mon psy? J'ai aucun qui correspond à ça, moi. J'en ai aucun. Stéphane, pour l'instant, c'est exactement ce que j'ai que des pathologies. J'ai personne. Stéphane. Et puis, même s'ils sont à la limite de ça, il ne faut pas prendre le risque de. Parce qu'on en discutait avec Raoult et Patrick Ange et Solène Agathe. Juridiquement, vous allez avoir des pathologies masquées qui vont arriver. Le médecin généraliste, bon, il est loin d'être un grand psychopatho. L'autre, il va arriver avec une certaine façade défensive sur un certain nombre de petits soucis. Il va dire, bon, allez voir un peu le psychologue. Vous allez faire une vague évaluation en une séance. Comme me dit Céline, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que une séance, on n'est pas télépathe, on ne va pas voir un peu ce qui se passe. On ne fait pas des IRM avec nos yeux. Donc, on peut même se tromper au début, on a des petites intuitions, mais vous ne savez pas vers quoi on va et qui peut être très lourd derrière. Donc, vous allez prendre la responsabilité, vous allez être dans une situation aussi commerciale, comme dit Raoult, vous allez avoir envie d'avoir un peu un patient et vous risquez de vous retrouver avec un cas très lourd et des choses très difficiles et voire des compensations et des suicides. Et après, vous êtes responsable de cette situation juridiquement. Donc, je ne sais pas vers quoi ça va s'ouvrir, cette affaire de mon psy. Stéphane, juste pour dire que c'est exactement le conseil. J'ai énormément de psychologues en supervision, j'en ai beaucoup. Et chaque fois que quelqu'un est interpellé par un patient qui lui dit je voudrais bien passer par le dispositif, et ce ne sont pas des patients qui sont en situation de précarité sociale, il ne faut pas croire, ce n'est pas eux qui demandent les premiers là. Et je leur dis ça, je leur dis mais dites à votre patient ou dites à cette personne qui vous contacte, laissez-la parler 3 minutes de son problème et puis dites-lui qu'elle ne relève pas de ce dispositif-là. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça fait tomber toutes les demandes. Toutes les demandes sont tombées. Et il y en a beaucoup, je peux dire, il y en a beaucoup. Oui, il y a une personne non précaire. Voilà. Sur Paris, ils sont moins précaires, ceux que je reçois. Qui, bon, business élevé, qui a entendu parler de mon psy et m'a dit, est-ce que je peux relever du remboursement pour ces histoires de divorce? J'ai dit non, vous ne relevez pas de mon psy pour vos histoires de divorce avec votre conjoint. Et puis à chaque fois, je fais comme ça, puisque c'est moi qui fais l'évaluation, sans être dans le dispositif. Et moi, je leur apprends que, je leur explique en quoi ça ne relève pas, puis on finit par faire une information comme ça qui circule sur l'arnaque de mon psy, en fait. Et à la limite, si vous avez 30 €, vous allez prendre une séance de yoga, ça fait aussi bien, une séance de yoga. Non, c'est peut-être plus cher. Non, mais des fois, il y a des. Vous faites Fitness, c'est 29,90 € par mois. Non, mais c'est vrai, ça, et puis ça vous fait du bien. Non, mais de se dire, voilà, ne prenez pas la responsabilité. Enfin, moi, je ne sais pas, là, ils sont un peu. Ils jouent aux apprentis sorciers. Bon, j'ai l'expérience en psychopathologie depuis très longtemps, et puis voir les cas que j'ai actuellement, puis tous ceux que j'ai vus avant. Je ne ferai pas confiance à un généraliste pour m'envoyer un patient pour me dire qu'il a droit à 8 séances. Parce que jusqu'à présent, c'est moi qui aidais les généralistes pour la psychopatho. Maintenant, ça s'inverse. Donc, c'est très bizarre. Moi, je trouve que c'est. Même des psychiatres, il faut les informer parce qu'ils sont de moins en moins formés en psychopatho. On va, ça, le débat n'est pas clos. On va passer à quelque chose d'assez important, mais c'est juste, on lance, parce que ça circule déjà dans
dans la boîte à idées de la convergence, dans les discussions. Donc, on lance un peu la réflexion et un peu le débat. Il y aura des invités surprises. Donc, vers 17h, on aura un député qui devrait faire remonter nos revendications au niveau de l'Assemblée. Donc, on lui passera la parole à 17h. Et je ne sais pas s'il y a d'autres invités qui seront surprises, qui devraient être là. Albert avait évoqué quelqu'un d'autre. Non, c'est toi qui as le... Voilà, c'est toi qui as mon papier. Il y aura Éric de Mougins, et puis Pauline Lemaitre pour Sud et Pierre Darreville, lui, à 17h. Hein. Voilà. Alors, sur la question de l'organisation de la convergence, il y a, qui est en débat actuellement, hein, je pense que tous les collectifs ont envie de structurer quelque chose et que ce soit pas quand même quelque chose comme nous a appris Patrick Ange ce matin, encore une fédération qui échoue, si on pouvait éviter. Donc, de voir un peu quel va être le mode d'organisation. Alors, il y a eu plusieurs propositions. Donc, je vais passer. Il y a eu Roland qui avait certaines idées qui devraient semer un peu pour donner des idées un peu à tout le monde, voir comment on peut s'organiser. C'est cette idée en îlot, archipel, rhizome, il va nous expliquer un peu. Frédéric avait d'autres idées aussi qui se relient, qui s'associent aux idées de Roland. Albert aussi avait évoqué des choses par mail, s'il peut en parler. Et puis, après, on passe la parole. Je crois que s'il y a quelqu'un de pop, il pourra dire un peu aussi ce qu'il pense. Parce que j'ai vu des choses par mail et pas qu'à. Sinon, après, on discute un peu. Et puis, on ne conclut pas aujourd'hui, évidemment, sur cette question. Hein. C'est pour un peu partager les premiers éléments de réflexion sur la question. Et je passe la parole à Roland, qui est sur la question, qui est, à mon avis, la manière la plus large d'envisager la convergence après est la plus souple, la plus fluide et la moins enfermante. Alors, je ne sais pas si les quelques mots que je vais prononcer pourront répondre à l'ambition des finalités que tu proposes, mais peut-être commencer par dire que ce qui m'a frappé quand même aujourd'hui, c'est le contraste entre la démobilisation présidentielle et les témoignages très émouvants, passionnants et intéressés que nous avons eus. Et je crois que ça, quand même, il faut en tenir compte. Je ne sais pas ce qu'on en fera, mais on ne peut pas ne pas en tenir compte. Alors peut-être que ça veut dire qu'il faut privilégier justement quelque chose, non pas de boîte à idées, mais d'idées déboîtées, et faire en sorte que ça circule sans forcément, je dirais, être mis dans des boîtes d'une manière ou d'une autre. Bon. Alors, par rapport à l'organisation, si effectivement on veut, en quelque sorte, éviter la dégénérescence des institutions que nous avons tous connues, je crois que ce que je proposais, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est une idée, pour aller vite, que j'emprunte. Il faut bien que je cite mes auteurs, à Deleuze et surtout à Édouard Glissant, cette idée du rhizome. Le rhizome, ce n'est pas du tout un arbre vertical avec des racines. Le rhizome, c'est un enchevêtrement de racines multiples qui peuvent s'interconnecter, ce que Deleuze va appeler le plateau. Donc, pour aller vite et pour être très concret, ça veut dire que ce qui est proposé du style c'est le collectif qui décide et en gros, on contrôle tout en maintenant, je dirais, une ouverture à des petits groupes qui nécessairement se forment parce qu'il y a des affinités personnelles, parce qu'il y a des affinités institutionnelles. Si on fait ça, on va dans les choux. C'est mon point de vue. De toute façon, ce n'est pas moi qui créerait Convergence. On a toujours dit à l'appel des appels que nous venions, nous, parce que la casse du métier de psychologue nous paraissait symptomatique, voire pathognomonique de la casse des métiers, et que l'appel des appels, c'est transprofessionnel. Donc, de toute façon, il est clair que nous avons toujours dit, depuis le début, avec Stéphane, avec Claude Chauder, avec Sébastien Verpi, avec Alain, etc., que l'appel des appels n'entrerait pas dans une organisation de la convergence, même si à titre personnel, les uns et les autres pourraient y contribuer. Et donc, c'est clair que ce que nous avons souhaité, et notre mandat s'arrête en tant qu'appel des appels le 10 juin, donc de toute façon, on ne vous embouteillera pas trop longtemps,
c'est favoriser la mise en place d'une structure suffisamment ouverte, suffisamment respectueuse de la biodiversité, des méthodes, des paradigmes, des théories, parce que quand même, ce que je n'ai pas été peut-être capable de vous dire ce matin, c'est que j'ai eu la chance pendant plusieurs décennies de participer aux institutions de la discipline, à des niveaux différents, mais avec des responsabilités quand même assez importantes. Et ce que j'ai pu constater, c'est que ça a toujours été la division entre les psychologues, les uns référencés à l'IPA, les autres référencés au lacanien, puis chez les lacaniens, les melmaniens, puis les millériens, etc., qui nous ont foutus dans la merde, il faut dire simplement, et que ensuite, il y a eu des règlements de compte entre la psychopathologie clinique, l'orientation analytique et la psychologie clinique recyclée, je ne vais pas donner des noms, mais par Paris 8 et compagnie, qui était en gros une analyse comportementaliste, etc. Donc ça a été vraiment un gros problème. Et l'état d'une discipline qui n'est pas à même, alors qu'elle a 72 000 membres, qui n'a pas été à même justement de définir un consensus suffisant pour faire valoir son éthique et sa politique auprès des pouvoirs publics, ça quand même, nous avons à en prendre conscience, ça me paraît assez grave, parce qu'on va prendre les médecins, même s'ils se détestent entre spécialités, voire à l'intérieur de chaque spécialité, ils sont médecins et d'une certaine manière, ils sont dotés de structures qui permettent de largement protéger, si ce n'est leurs patients, du moins au moins les praticiens. Bon, donc ça veut dire que, à mon avis, si on tente une structure trop hiérarchisante, trop verticale, ou bien qui dit nous décidons tous, parce que si tout le monde nous ne sommes pas d'accord, on ne peut pas parler, eh ben, on va se taire. On va revenir aux aphasies que nous avons connues dans l'histoire de la discipline. Donc, ce que je propose très bêtement, très simplement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, que se constituent des molécules de travail qui permettent, par des enchevêtrements qui ne sont jamais fixés, de pouvoir faire circuler des idées dont chacun peut s'emparer pour travailler avec qui il souhaite et non pas imposer d'une manière ou d'une autre. Alors, par exemple, ce que je peux dire aussi, c'est que la logistique est un problème. Nous sommes dans une société où, comme disait Foucault, la conduite des conduites ne passe pas par le débat autour des valeurs ou autour des principes, mais passe par la mainmise sur la logistique. On tient la logistique et à partir de là, on influence, on prescrit la conduite à chacun. C'est ce que fait le pouvoir, c'est ce que fait Véran. Parce que les témoignages que nous avons, c'est ça. On ne va pas débattre pour savoir si le psychologue peut faire ceci ou peut faire cela. Ça, c'était les débats des années 60 ou 70. Mais on va mettre en place une curatelle technico-gestionnaire, technico-comptable, pour finalement arriver à ce que les praticiens fassent ce que les pouvoirs ont décidé pour eux. Donc, c'est vraiment un point en sciences politiques. Il y a un gros bouquin qui vient de sortir sur la logistique comme moyen de gouvernement. C'est ça, il ne faut pas qu'on le reproduise dans Convergence. Il ne faut pas qu'en Convergence, que ce soit par le biais, entre guillemets, de l'organisation des tables rondes, comme ça peut être fait, comme que ce soit, c'est normal au niveau de, quand on au moment de l'initiation. Il ne faut pas, bien sûr, que ça perdure. Il ne faut pas que ça se pérennise. Donc, il faut qu'on puisse, en quelque sorte, donner les conditions d'une liberté de création, d'une liberté d'innovation, d'une liberté de pensée, comme on a vu au cours de cette journée, surgir des idées. Nathalie en a proposé quelques-unes, mais pas que Nathalie, plusieurs d'entre nous ici. Bon. Donc, je crois que c'est ça, je veux dire, l'idée du rhizome, ce n'est pas des îlots qui restent et demeurent totalement isolés, hein. Ce n'est pas des châteaux forts, ou alors il faut penser à ce que disait René Char, l'esprit du château fort, c'est le pont-levis. Alors effectivement, s'il y a des ponts-levis, ça marche, mais c'est en quelque sorte des choses enchevêtrées, qui ne sont pas imposées, où il n'y a pas, je dirais, une organisation verticale comme un arbre. Et le rhizome, c'est ce qui permet la biodiversité de la flore, la biodiversité de la faune. C'est ça qui est important, la biodiversité des idées. Donc il faut que nous ayons aussi, par rapport aux différentes méthodes, aux différents paradigmes qui sont les nôtres, non pas une pensée du métissage, je reprendrai Édouard Glissant, mais une pensée de la créolisation. La créolisation est un processus qui n'efface pas les contraires, mais qui, au contraire, les fait surgir. Je crois que c'est ça. Il faut donc, si nous sommes en désaccord, c'est par ce processus-là qu'on pourrait changer. Voilà, donc je n'ai pas des idées totalement géniales, mais je pense que pour autant, si nous voulons tenter quelque chose de nouveau qui ne reproduise pas
la fatalité, je dirais, destructrice qui a été celle de la discipline. On peut relire le caractère destructeur de Walter Benjamin, n'est-ce pas? Si on ne veut pas céder à cette fatalité-là, il faut qu'on puisse suffisamment s'aimer, suffisamment se faire confiance, suffisamment s'opposer sans s'exterminer. Et donc, pour ça, je crois qu'il faut des structures qui ne soient pas trop rigides, qui ne soient pas trop fixistes, et que ceux qui ont envie de prendre des responsabilités à un moment donné, c'est une responsabilité à un moment donné, ça n'est pas définitif. Nous en avons pris avec Stéphane quelques-unes quand la convergence a été lancée. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer, parce qu'on vous dit justement qu'on va vous quitter. Alors donc, c'est relativement simple. Je crois qu'il faut quelque chose comme ça. Il faut que ça grouille, il faut que ça innove, il faut que ça crée, et pour ça, il ne faut pas un petit caporalisme, il ne faut pas un individualisme de masse, il ne faut pas, encore une fois, une espèce de tyrannie collective, il ne faut pas non plus s'emparer des moyens de gestion pour finalement bloquer ou impulser comme on veut. Il faut qu'on puisse s'offrir et partager ensemble ce que nous avons les uns et les autres à un moment donné envie de mettre à disposition. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Donc, ma pensée, excusez-moi les références, mais je vous l'ai dit, pour moi, la dette est importante, même si à notre époque, elle ne l'est pas. Comme le disait Marc Bloch, d'ailleurs, les hommes ressemblent beaucoup plus à leur époque qu'à leur père. Donc, malheureusement, nous sommes dans un déni de la dette. Pour moi, la dette, je l'assume. Pour moi, il est clair, si vous voulez, qu'on a deux conceptions radicalement opposées de l'organisation sociale. L'organisation platonicienne où tout se fait en termes de coordination des fonctions corporelles avec, je dirais, la tête, ça n'est pas ma conception, ni de la démocratie, ni même d'une association. Et puis, il y a la conception aristotélicienne où la République est comme un pique-nique où chacun apporte ce qu'il a envie de partager. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit apporter la même chose, sinon c'est absolument dégueulasse. Et ce qui ne va pas dire, bien évidemment, que le menu soit prescrit, parce que sinon ça devient terriblement chiant. Ça veut dire qu'on apporte à un moment donné ce qu'on a envie de partager avec les autres. Ça s'appelle la biodiversité. Et je crois que, en tout cas, moi, je me suis toujours battu, y compris à l'intérieur de la psychologie, y compris avec ceux qui étaient mes amis, pour que soit respectée une diversité des paradigmes, pour que ce soit respectée une diversité des méthodes. Et je crois que c'est extrêmement important que ça puisse exister au sein de Convergence. Et c'est comme ça, par justement le pluralisme, qu'on aura davantage d'unité, et non pas par l'uniformisation. Et c'est là où nous pouvons être beaucoup plus forts que nos adversaires, c'est fonder notre unité, justement, comme le rappelait Alain ce matin, non pas par ce qui nous ressemble, mais par nos différences. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et là, on peut être crédible et consistant par rapport au pouvoir public notamment. Je vais pas trop intervenir parce que c'est les autres qui doivent échanger. Juste une chose qui renvoie à ce qu'elle a dit. Un médecin dit « je suis médecin ». Bon, ça fait corps. Voilà, ça fait corps, matière forme, comme dirait la parole fait le corps, un peu monothéiste, aristotélicien. Et comme disait ce matin Alain, il dit l'unité, bon, il a montré un peu, il a parlé de l'identité du psychologue. Voilà, et à un moment, si on pouvait tous dire « je suis psychologue » et ça fait corps et association nationale, sans certains aient l'hégémonie de dire le psychologue, c'est le psychophysicien ou le psychocognitiviste. Mais je suis psychologue, toi tu fais quoi? Ben, moi je fais du comportementalisme, toi tu fais quoi? Et puis chacun a ses régionalités épistémologiques et il en prend la responsabilité. Et puis si ça foire parce que 10 ans après on voit que ses recherches et ce qu'il fait, ce n'était pas très valide, eh ben, ça s'écroule. Et puis les gens, on sera dans une libre concurrence libérale à l'élite de la recherche et du soin. Mais au moins qu'on puisse dire je suis psychologue et que ça corresponde à quelque chose. Parce que là, apparemment, on nous fragmente. Enfin, c'est une corporation psychotique, en fin de compte. Parce qu'on a l'impression que chaque morceau du corps lutte contre l'autre morceau ou cherche à le dévorer. Enfin, relisez Gisèle Pankoff, là, on a l'impression qu'il y a des zones qui prennent toute la place du corps, où certaines ont disparu, où c'est pour les organicistes, ils n'ont qu'un seul organe. Là, ben, du coup, ce n'est pas une machine sans organe. Enfin, bon, voilà. Donc, si on pouvait dire « je suis psychologue », on aurait gagné, mais là, on ne peut pas le dire. Certains disent « je suis psychologue clinicien », l'autre dit « je suis neuropsychologue », l'autre dit « je suis psychologue ». Voilà. Ce que propose la manière de proposer le rhizome a quelque chose,
c'est structurant. Ça ne veut pas dire, si vous avez déjà fait du jardinage, ça marche. Vous posez un rhizome dans la terre, ça vous fait des iris, etc. Ça pousse très, très bien. Et il n'y a rien à faire. C'est très vivant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas structuré. Ça ne veut pas dire que ça s'isole. Et ça fait de très jolies fleurs. Et c'est très résistant. Pourquoi le rhizome? Parce que ça crée une certaine liberté, de la créativité et de l'inattendu. Alors, il y a une tentation de rigidifier les choses, de les restructurer trop fort. Parce qu'on voudrait anticiper. D'abord, il y a un manque de confiance, des peurs d'instrumentalisation, des angoisses par rapport à la manipulation d'autres groupes ou d'autres choses, de s'engager dans des choses pour lesquelles on ne s'est pas autorisé. Donc, on voudrait un contrôle très a priori de tout et pas un contrôle qui, à la limite, où on serait responsable a posteriori, plus anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on évite qu'il y ait de la surprise et de l'inattendu. Et c'est ça la créativité. C'est tiens, tu proposes ça, c'était pas prévu. Parce que si on passe par d'autres types de structures, dont j'ai pu lire un peu des choses sur le mail, avant de faire quelque chose, il faudrait qu'on ait informé. Un tel a dit OK, donc je vais réfléchir, je vous redonne, mais tout a été contrôlé avant. Donc, on ne crée pas quand tout est contrôlé avant. Donc, ensuite, s'il y a un contrôle a posteriori, rien ne dit que ça engage les autres. Certains peuvent lancer une surprise et il est, lui, responsable devant tous les autres de ce qu'il vient d'apporter, qui n'a pas été décidé auparavant. Et puis, ça peut être contesté, critiqué, et mis à la poubelle ou développé ou ajusté. Mais il n'y a pas de crainte. On a l'impression que tout doit être contrôlé avant pour prendre aucun risque. Voilà, c'est la sensation que j'ai eue. Frédéric, tu veux exprimer quelque chose? Oui, merci Stéphane. Oui, alors je vais rajouter. Globalement, ta forme. Ouais, voilà. Je vais aller dans le sens de Roland d'abord, parce qu'il nous reste. Là, on a combien de temps là avec 17 heures, tu as 3 minutes. Pas 5 minutes. Donc, effectivement, on a commencé à réfléchir à une organisation singulière de l'architecture de la convergence. Je pense que c'est très important ce que tu rappelles, Stéphane, c'est-à-dire pas de contrôle a priori et de poser la question quel contrôle a posteriori. Parce que ça, on ne l'a pas défini. Il faut absolument qu'on en parle ensemble et qu'on l'élabore et qu'on le co-construise. C'est effectivement très important qu'on puisse co-construire. On voit bien à quel point, dans tous ces lieux de pensée, on est en train de co-construire quelque chose. Et c'est très important de laisser la dynamique se faire. Voilà, c'est laisser la parole circuler, les pensées s'agiter, peu importe si on n'est pas d'accord, parce qu'effectivement, parfois on touche à des éléments de rupture entre nous, ordre, avec des signifiants très importants, ordre, code de la santé publique, etc. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave de toucher à des signifiants comme ça. De toute façon, on va y toucher. Donc voilà, ça c'est très important. Premièrement, il y a peut-être, moi j'ai l'idée de 3 niveaux effectivement dans la convergence. Un niveau effectivement d'abord, un niveau qui est celui que nous connaissons, c'est-à-dire le regroupement des organisations entre elles, des collectifs, des intercollèges, des associations, etc. Pourquoi? Parce que on a un objectif, c'est de former une force politique et de mobilisation. Et de montrer notamment, et j'invite tous ceux qui nous entendent, de montrer que le 10 juin, c'est nous. Voilà, c'est nous l'interlocuteur. Donc le 10 juin, soyez là, soyez massivement là pour montrer qu'effectivement, on est cette force de mobilisation. Donc ça, c'est vraiment très important. Et invitez, s'il vous plaît, toutes les associations que vous connaissez de psychologues à nous rejoindre. Voilà, c'est effectivement très, très important d'engager cette mobilisation aussi de liens entre les associations, entre les collectifs, entre les intercollèges, etc., pour que les psychologues ne soient plus seuls dans la bataille. Bon. Par ailleurs, il y a un deuxième niveau, c'est effectivement celui qu'a présenté Roland, qui est composé d'un rhizome. Voilà, cette idée de rhizome avec ces enchevêtrements, cette créativité, cette co-construction, c'est effectivement très important. J'y reviendrai pas. Alors moi, je pensais qu'il y aurait possibilité de co-construire un 3e niveau qui serait constitutionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des projets que nous construisons en groupe. Ces projets sont dans une co-créativité.
Donc, on prend par exemple, effectivement, le projet du doctorat d'exercice, par exemple. Bon, on travaille dans un groupe de travail, par affinité de pensée ou par culture commune par rapport à et par connaissance, par compétence, etc. Bon, on travaille. Et puis, une fois que le projet est finalisé, eh bien, on le propose à des sages. Des sages qui sont dans une sorte d'entité constitutionnelle, qui ne décident de rien, Ce n'est pas une entité au-dessus, hein, ce n'est pas du tout un ordre. Elle ne décide pas, cette entité constitutionnelle, elle rend un avis, favorable ou défavorable, qui est quoi? Qui est appuyé sur une constitution. Quelle est la constitution? La constitution, c'est la jonction de tous nos points de revendication. C'est-à-dire que nous avons commencé, je l'avais proposé, à ce que les collectifs présentent des revendications. Donc, par exemple, nos revendications au manifeste psy et au M3P, c'est le respect du pluralisme des psychologies cliniques, le refus de toute subordination, au médical, etc. Eh bien, tout ça, mis bout en bout, pourrait donner lieu à une forme de texte commun, de constitution. Et cette entité constitutionnelle composée de sages, qui pourrait être renouvelée, eh bien, rendrait un avis favorable ou défavorable. Mais ça ne veut pas dire que cet avis favorable et défavorable soit une décision. Pas du tout. Ensuite, ce projet favorable, s'il est favorable par rapport, eh bien, il est présenté à tous et puis il donne lieu à un vote, pourquoi pas. Mais ça, il faudra effectivement, par rapport à quoi? Est-ce qu'on crée un bureau? Est-ce que tous les collectifs peuvent voter? Mais nous sommes bien d'accord, il ne s'agit pas, quand on parle d'entité constitutionnelle, de hiérarchiser. Il s'agit de remettre l'éthique et la déontologie au centre de notre horizontalité. Donc c'est ça qui est très important. C'est vraiment, et je crois que là, on travaille à quelque chose ensemble, c'est de remettre la déontologie au centre du débat. On l'a oublié trop longtemps, cette déontologie. Si effectivement on reprend la déontologie, mon psy, on l'évacue. Et je n'arrive pas à comprendre encore comment il est possible de s'arranger avec mon psy quand on a notre identité professionnelle et notre code de déontologie chevillés au corps. Voilà. Le psychologue, il est étayé sur une déontologie. Eh bien, cette déontologie, elle doit être notre commun. Et c'est pas opposé en droit, très bien. Ce sera peut-être demain opposé en droit. C'est pas grave. Ça nous définit quand même. C'est pas le problème. Ça nous définit quand même. On travaille en référence à notre code de déontologie, qu'il soit par ailleurs opposé en droit demain ou pas. Bon, c'est quand même ce qui articule notre pratique. Et l'éthique, bien sûr, parce que la déontologie, l'éthique n'est pas soluble dans la déontologie, et le contraire. Donc, voilà, c'est ça, c'est ces trois niveaux. Rassemblement, des groupements entre eux, des organisations entre elles. Rhizome, c'est-à-dire constitution des groupes de travail co-créatifs, qui soient effectivement avec des passerelles entre tous les groupes. Et troisième niveau, constitution, voilà, entité constitutionnelle qui ne décide pas, mais qui rend un avis favorable ou défavorable, et favorable, pas forcément suivi par les collectifs. C'est simplement, vous voyez, un avis. Voilà. Donc, moi, j'ai retenu les groupes de travail qui pourraient commencer à être travaillés. Une nouvelle convention qui soit en accord avec notre déontologie et notre identité professionnelle, éventuellement, et pourquoi pas, qui ne soit pas en rapport avec un remboursement CPAM. Ça, il faut y réfléchir dans un groupe de travail. Reprendre le groupe de travail de formation des psychologues praticiens du soin psychique pour construire un doctorat professionnel en psychologie clinique. C'est aussi important de le travailler. Il y a un sujet qui a été abordé par Evie par mail, je le dis, qui voulait effectivement construire un groupe de travail sur l'évaluation des psychothérapies, notamment dans le cadre de la contestation de l'arrêt
de l'arrêté de l'arrêté du 10 mars, si je ne me trompe pas. Et puis, un groupe de travail autour, justement, de cette architecture qui laisse une liberté de penser, parce que on n'a pas résolu encore la question de l'architecture. Il faut encore la travailler. Et on propose effectivement qu'il y ait un groupe de travail pour la travailler. Ce qui ne veut pas dire que ce groupe de travail va avoir toute main sur ce que ça va être l'architecture. Après, ce sera pensé, co-construit. Mais ce qui est très important entre nous, c'est encore une fois que rien n'arrête notre dynamique, même si les questions sont compliquées. Même si on arrive sur des signifiants qui sont tout d'un coup, qui nous font bouillonner. Ordre, CSP, doctorat d'exercice. Bon, mais si on peut pas penser autour de ces signifiants, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc, on travaille autour de ces signifiants pour donner, encore une fois, co-construire, rendre des rapports, des propositions politiques, et pour que on ne soit pas ridicule, quoi. Dans un moment de tournant par rapport à la profession, où on doit proposer des choses. Parce que eux, de l'autre côté, ils vont proposer des choses, je peux vous le dire. Et très rapidement. Donc voilà, il faut commencer à co-construire et se dire, nous, on propose ça. Voilà. Merci. Merci Frédéric. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau est important parce que si on n'est pas une force, donc là on a une unité de territoire, une unité des praticiens dans une association nationale, une association de psychologues. Ça, c'est important, ce premier niveau. Le deuxième niveau, moi, il me plaît beaucoup parce que ce qui m'apparaît important, c'est que des gens de tout le territoire sortent de leur collectif et travaillent avec d'autres personnes, d'autres collectifs. Donc ça, ils ne restent pas enfermés, eux, dans leur propre collectif. Moi, je trouve que ça circule. Ça me paraît très intéressant, ça. Et le troisième niveau, une constitution qui est d'abord créée par l'ensemble des collectifs, puisque ce sera, tu l'avais déjà évoqué, hein, c'est à partir de ce que va proposer l'ensemble des collectifs sur l'essentiel de « je suis psychologue », de l'exercice, de ce qui est l'incompatibilité, ce qui rendrait impossible l'exercice d'un psychologue dans sa pluralité. Ça doit concerner tout le monde. Donc, on irait vers quelque chose d'une… Et donc, à partir de là, un conseil pourrait donner un avis sur, pas une décision, mais un avis pour améliorer peut-être des propositions pour qu'elle aille dans la protection de l'exercice du psychologue. Exactement. Et à charge… l'être du psychologue. Je suis à charge au collectif de suivre ou pas cet avis. Voilà. C'est très important. Enfin, voilà, l'éthique, elle n'est pas nécessaire. Ouais. Donner une appréciation. Et par ceux qui ont un peu de bouteille sur la question ou du recul historique, qui ont travaillé un peu sur plein de questions, parce qu'on est… Non, c'est pas mal. Il faut quand même faire de l'intergénérationnel. Mais ouais. C'est bien. C'est comment persévérer dans son être, que disait je ne sais plus qui. Je suis psychologue, donc la constitution, ça permettrait ça, parce qu'une bonne constitution, ça va permettre de persévérer dans son être. Non, c'est ça. C'est un peu ça, donc on va vers ça. Albert, et peut-être que je t'interromprai si jamais le… Non, tu… Attends, Solène veut dire un mot. Non, Albert, je te passe la parole et il devrait y avoir un député qui devrait apparaître à un moment ou à un autre, je ne sais pas. À toi. Je m'arrêterai si le député apparaît, mais de toute façon, ça va être très rapide parce que vous avez Roland et Frédéric ont déjà tout dit. Donc, moi, je voulais juste souligner qu'on a une chance. Hein, on a la chance d'avoir réussi à réunir, je crois qu'on est 34 maintenant, mais ça augmente régulièrement. Hein, 34 associations, organisations, collectifs, collèges, etc. Et il faut absolument qu'on profite de cette chance. Hein, on essaye de ne pas répéter les erreurs qui ont pu être faites par d'autres tentatives de fédération. Donc, il faut profiter de cette chance. D'une manière très pragmatique, ce que je ne souhaite pas, évidemment, c'est une organisation administrativo-technico-bureaucratico-gestionnaire, même sous prétexte de démocratie, hein, qui nous empêcherait de travailler. Voilà, moi je me dis, il y a des questions qui nous rassemblent,
des questions sur lesquelles on est d'accord, il y a des questions qui font débat, sur lesquelles on n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord, mais qui nous rassemblent autour de nos désaccords. Et puis, il y a des actions urgentes à faire pour aider la profession, pour sauver même la profession qui est extrêmement menacée, mise à mal. Donc, pour ces questions qui nous rassemblent, pour ces questions qui font débat et pour ces actions concrètes sur lesquelles qu'on doit mettre en œuvre, eh bien, il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. On ne pourra pas se mettre au travail à 50, 60, je ne sais pas combien on est. Donc, il faut qu'il y ait des petits groupes qui se mettent au travail, des petits groupes dans lesquels tout le monde ne pourra pas participer à tout le monde ne pourra pas tout faire, mais chacun pourra participer à au moins une réflexion, un petit groupe ou plusieurs. Et ces petits groupes, bien sûr, de travail peuvent s'organiser en fonction des affinités, des accointances, des intérêts, de là où chacun a une expérience, a quelque chose à dire, quelque chose à apporter pour en faire profiter l'ensemble. Alors, Frédéric a déjà listé un certain nombre de thématiques, hein, je ne vais pas les reprendre. J'ajouterai peut-être à celle qu'il a dites déjà une question très concrète et très immédiate, la mobilisation du 10 juin. Voilà, on ne va pas pouvoir organiser ça à 60, ce n'est pas possible. Il faut qu'un groupe se constitue pour penser, faire des propositions, réfléchir à comment on va organiser cette mobilisation. Il ne faut pas qu'on se plante si on fait cet appel à la mobilisation et à la grève, hein, puisqu'on a des syndicats qui sont avec nous, donc on peut faire un appel à la grève. Il ne faut absolument pas qu'on se plante. Donc là, il faut qu'on soit plusieurs, il faut que plusieurs personnes se réunissent pour penser cette mobilisation. Autre thématique, c'est l'opposition à mon psy, on en a beaucoup parlé, mais ce n'est pas fini. Il faut organiser tout un lobbying, il faut pouvoir convaincre les gens qui se sont inscrits ou qui pensent s'inscrire, il faut les informer de ce qu'ils risquent et de ce à quoi ils vont confronter la profession elle-même s'ils le font. Donc là aussi, il faut penser comment on fait pour continuer de s'opposer. Il y a un rapport de l'Académie de médecine qui vient de sortir, ça a été évoqué là encore, il faudra écrire quelque chose, il faut faire savoir notre désaccord et notre indignation devant ce texte absolument scandaleux et puant, hein. On ne peut pas le qualifier autrement. Il faut aussi pouvoir réfléchir ensemble à comment tout ce qu'on a dit sur la nécessité de créer des postes dans les CMP, dans le service public, voilà. Il va falloir s'organiser pour avancer dans ces actions concrètes urgentes. Et puis une question que je me pose, c'est comment organiser les choses, comment créer une organisation, une façon de faire pour qu'on puisse justement s'imposer comme force politique, comme ça a été dit tout à l'heure, devant les pouvoirs publics. Voilà. Il faut qu'on puisse ne plus se retrouver en situation où on nous répond, comme c'est souvent le cas, mais comme le disait Patrick tout à l'heure, hein, vous êtes le 5e ou le 6e ou le 10e qui vient nous voir, et il faut qu'on arrête d'être l'objet de moqueries parce qu'on arrive en ordre totalement dispersé, en étant complètement en désaccord, désarticulé, pas reliés les uns aux autres. Il faut qu'on puisse créer cette force politique et se faire entendre comme interlocuteur, s'imposer comme interlocuteur dans les pouvoirs publics. Voilà. Il faut qu'on réfléchisse à comment faire pour arriver à faire cela. C'est comme cela que je vois les choses pour la convergence. Merci Albert. Moi, je retiens une chose qui est quand même ce qui doit un peu nous réunir, et je passe la parole à Solène, sauf si le député est là. Il est là? Oui. Il n'y a pas de lien Zoom. Je suis en train d'essayer. Le lien Zoom, je suis en train d'essayer de lui transmettre le lien Zoom par son portable. Maintenant, ce qui est important... Je suis là, Roland, je suis là. Pierre, tu es là? Oui, je suis là. Bon, alors d'abord, je voudrais publiquement te remercier puisque c'est grâce à toi que nous avons cette superbe salle des fêtes de Montreuil. Ce que je proposais, peut-être, on pourra reprendre un peu plus tard notre table ronde sur l'organisation de la logistique et du fonctionnement de Convergence, et peut-être te faire part, puisque tu as déjà bien voulu porter auprès du ministre la question concernant les psychologues, c'est qu'on puisse te faire part peut-être un peu de notre analyse de la situation et de nos doléances. Alors, bon, nous, on se connaît bien, tu connais aussi mes travaux, mes textes, etc. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui, peut-être Alain, ici, résume un peu, ou Solène résume un peu les doléances de la journée. Alors, il s'agit du député Pierre Dharréville, que nous remercions vivement pour son soutien constant. Il a déjà posé
des questions au ministre Véran. Grâce à lui, nous avons cette superbe salle et il veut bien nous accorder, il a déplacé, en pleine législative, il a déplacé dans son emploi du temps, il a libéré 1 heure pour entendre ce qu'on pourrait lui dire à transmettre à l'Assemblée et en particulier, bien sûr, aux élus et aux ministres. Ça va, c'est clair? Bon, si tu veux, ce que je peux dire, peut-être 2 mots avant que d'autres complètent, c'est que l'analyse que l'on peut faire, mais tu le sais, c'est que ce dispositif MonPsy a été mis en place par une espèce de coup d'État technocratique visant à imposer à une profession des modalités d'accès des patients à des psychologues, en ignorant totalement qu'il y a un lieu gratuit où les patients peuvent être reçus, c'est bien sûr à l'hôpital ou dans des établissements médico-sociaux. Donc il y a un côté un peu, si tu veux, poudre aux yeux, un peu société du spectacle, que de faire accréditer la thèse selon laquelle, enfin, le gouvernement se préoccupe de la souffrance psychique et sociale de la population, puisque les files d'attente dans les hôpitaux pour obtenir des rendez-vous sont entre 3 et 12 mois pour aller très vite. Donc, si tu veux, c'est un peu le système du tourniquet que tu connais très bien concernant les urgences, par exemple. Donc, de la même façon, on met en place une espèce de tourniquet, si tu veux, limité à 8 séances payées très peu pour les psychologues, en plus en leur prescrivant tout ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire les molécules techniques de l'ensemble de leurs actes, ce qui est absolument insupportable. Alors, ça a été fait un peu avec la complicité de certaines associations que j'appellerais un peu zombies, mais la grande majorité des psychologues, c'est-à-dire les 72 000 psychologues, si tu veux, ne sont pas d'accord, puisque 700 simplement psychologues se sont inscrits à ce dispositif MonPsy et le pouvoir en attendait au moins 3 000. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi, bien sûr, l'excès de pouvoir, et on a fait, comme tu sais, un recours en Conseil d'État concernant les arrêtés de Véran, puisque, d'une certaine façon, ça fait complètement basculer la psychologie du côté de la santé, du côté de la médecine, alors que, d'une part, le soin n'est pas réductible à la santé. Il y a un soin social, il y a un soin culturel, il y a un soin spirituel, il y a des soins psychiques, et d'autre part, la psychologie, c'est toujours, on l'a rappelé un peu ce matin, a toujours émergé, je dirais, en tension sur plusieurs pôles. Le pôle littéraire, le pôle philosophique, le pôle biologique des comportements, le pôle médical. Et là, en gros, c'est vraiment ce que tu connais du libéralisme autoritaire macronien, c'est-à-dire qu'en gros, un coup d'État décide que la psychologie relève de la santé et par le truchement d'une gestion des moyens, profite, je dirais, de la situation de pénurie des postes dans les établissements et de paupérisation des étudiants qui sortent avec un diplôme pour essayer de les placer dans le sillon d'une technologie qui, encore une fois, par le jeu des moyens, modifie complètement la substance d'un métier. Voilà, mais je ne sais pas si des collègues et amis veulent. Roxane, en même temps vous présenter peut-être. Oui. Bonjour monsieur, Roxane Méziane, psychologue fonction publique hospitalière et également UNSA Santé Sociaux. Pour compléter les propos de monsieur Goury, nous avons aussi une grande inquiétude là au niveau de la profession concernant l'annonce faite récemment par monsieur Macron ces termes exacts étaient nous allons faire des psychologues cliniciens des vrais professionnels de santé. Et là, on a une crainte majeure parce qu'on n'est pas tout à fait naïf et on se dit que les textes sont déjà écrits et on refuse absolument la paramédicalisation et voilà, et on craint que dans vrais professionnels de santé, il y ait l'idée d'être des auxiliaires médicaux, ce qu'on refuse catégoriquement. Voilà. D'accord. Je passe peut-être juste pour ajouter un point qui nous semble également fondamental, c'est que Solène Albert, donc oui, pardon, je suis psychologue à la fois dans la fonction publique hospitalière et puis en libéral, et je représente l'association des psychologues freudiens avec Agathe à côté de moi aujourd'hui. Un point qui nous semble important et sur lequel nous convergeons également aujourd'hui, c'est sur le respect de la pluralité de nos pratiques.
Et ce dispositif, Mon Psy, est aussi une porte ouverte vers comme on l'a dit, une médicalisation de nos pratiques, c'est-à-dire 8 séances, vouloir éradiquer les symptômes, la souffrance psychique, remettre le patient au pas en très très peu de temps, c'est inadmissible. On ne travaille pas du tout comme ça. Alors, avec ce dispositif, on demande aux psychologues d'évaluer la souffrance des patients à l'avance, de prédire de combien de séances il aura besoin. Enfin, on ne travaille pas du tout comme ça. Et puis, voilà, nous souhaitons que soit préservée la pluralité de nos pratiques. Et c'est ça aussi qui nous semble vraiment menacé, avec de plus en plus une pseudo-scientifisation des pratiques, avec l'idée qu'on pourrait faire de plus en plus de protocoles, instrumentaliser nos pratiques et nous dire comment on doit travailler, en fait, alors qu'on a nos pratiques qui sont de qualité. Voilà. Je voudrais juste... Bonjour, Stéphane Chedri, psychanalyste. Je voudrais juste compléter sur le dispositif Mon Psy pour comprendre plus pratiquement comment ça se passe. L'absurdité du dispositif, puisqu'ils l'ont annoncé comme, enfin, pour la première fois, c'est une décision historique, l'ensemble de la population va pouvoir bénéficier de soins psychiques. Comment ça se passe? Alors, bon... D'abord, le dispositif au niveau psychopathologique, enfin et c'est la définition de ceux qui peuvent en bénéficier est très exclusive. C'est-à-dire que ça va concerner au niveau psychopatho, enfin pour nous ça n'a pas beaucoup de sens, ils disent anxiété légère à modérée, dépression légère à modérée. Donc il faut savoir déjà que vous avez peut-être lu les rapports IGAS, et dans les rapports IGAS, la grande préoccupation c'est qu'il y avait beaucoup d'arrêts de travail pour des petites anxiétés et des petites dépressions et que ça coûtait très cher à la société ou qu'on leur donnait trop d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Donc, ils se sont, disons, fait une équivalence coût et se sont aperçus que peut-être 8 séances pouvaient un peu limiter les petites anxiétés et les petites dépressions. Les petites anxiétés et les petites dépressions, c'est en gros des gens qui vont bien, globalement. Il n'y a pas de souci. Et ils auraient donc 8 séances pour être remboursés. Il y a plusieurs, donc, c'est à peu près ceux qui n'ont pas besoin. Dans ma pratique, par exemple, moi, en province, en Sologne, qui est un endroit désertifié, où il n'y a absolument pas de psychiatre, où il n'y a pas de CMP à 100 km à la ronde, et quand il y a un CMP, il y a un demi-psychiatre par semaine, et un psychologue, et puis des infirmiers qui font les soins. Toutes les personnes que je reçois ne relèvent pas de ce dispositif. Quand ils me demandent « est-ce que je peux participer à voir le remboursement ?» je dis « non, vous ne pouvez pas parce que vous êtes trop malade. Vous souffrez trop, vous ne relevez pas de ce dispositif. » Parce que j'ai des gens qui se sont suicidés, des gens qui ont les intentions de se suicider, des gens qui sont sous prescription médicale parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, des gens qui sont alcoolisés, et ils ne relèvent pas. Alors, non, vous êtes trop malade, vous ne pourrez pas être remboursé, c'est pour vos pommes. Et quand vous n'avez rien, comme une femme sur Paris, parce que je reçois aussi sur Paris, qui a juste des problèmes de divorce, elle dit « est-ce que je peux relever de ce dispositif à 30 €? Bon, je lui ai dit non, mais effectivement, dans le cadre de ce dispositif-là, elle pourrait relever pour ses petites anxiétés de divorce du dispositif Mon Psy. Vous voyez l'absurdité? Donc, je lui ai dit non, qu'elle n'en relevait pas, effectivement, parce que ça me... Alors, ensuite, il y a le généraliste. Jusqu'à présent, dans ma pratique, qui est un peu longue, je conseillais en psychopatho les généralistes. Maintenant, c'est le généraliste qui va nous dire ce qu'il faut faire. Il n'a pas de formation de psychopatho. Il va nous dire, tiens, cette personne-là, elle ne va pas bien, elle doit voir un psychologue. Bon, OK. Sur quelle base? Parce que si on a un peu une connaissance de la psychopatho, d'abord la petite anxiété et la petite dépression, vous l'avez dans toutes les pathologies. Ça veut dire qu'on peut, ça traverse à peu près toutes les structures de souffrance psychique, puisque c'est une manifestation d'un autre mal-être. Donc, ça peut déguiser autre chose. La personne peut se montrer sous certains aspects ou certains masques. C'est une pathologie qui peut être masquée. Donc, il va vous envoyer tout et n'importe quoi à un jeune psychologue ou à des psychologues qui devra, en une séance, évaluer la pathologie de la personne, ce qui est pratiquement impossible, hein. Sauf à lire, à lire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, et encore même pas, c'est pas possible, parce que vous ne pouvez pas voir avec un IRM la pathologie dans le circuit neuronal, hein. Donc, et on sait qu'on pratique le soin,
c'est avant de comprendre, comme les gens arrivent avec une certaine défense, une certaine apparence dans leur pathologie, que tout ça, c'est très confus, avant de s'apercevoir de quoi il en retourne, il faut beaucoup de séances. Mais en même temps, c'est beaucoup de séances, ce n'est pas des séances d'évaluation, c'est déjà des séances de soins, parce qu'on travaille avec et en même temps, elle élabore avec nous un peu ce qu'elle est elle-même et ce qui nous donne un peu des indications qui peuvent s'ouvrir d'elle-même et qui donnent des informations sur ce qui se passe derrière. Parce qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite, c'est très long. Des fois, on le voit au bout de 6 mois, on a des surprises et donc il faut jouer quand même très finement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer avec mon psy? C'est qu'on va envoyer parce qu'il y a eu 40% de personnes qui sortent de la faculté qui s'installent. On ne sait pas avec quelle formation de psychothérapeute, et qui vont certainement prendre mon psy pour pouvoir avoir une possibilité d'avoir une rémunération. Ils peuvent se retrouver avec des pathologies qui sont très lourdes, qui ont une apparence comme ça légère. Ils vont peut-être les prendre, il va y avoir une responsabilité pénale, parce que si ça tourne mal, ils n'ont pas su contrôler en une séance, ils vont faire n'importe quelle évaluation, ils vont dire, bon, ben, je lui donne quoi, 3 séances, 4 séances, 8 séances, après il y a la rupture. C'est-à-dire que si c'est quelque chose de très lourd, de difficile, si au bout de 8 séances on lui dit au revoir, on la laisse comme ça, la personne peut tomber. Si c'est une pathologie très lourde et la jeune personne, le thérapeute ne sait pas trop, en fait, on peut avoir des décompensations ou un suicide ou autre chose. Donc, on risque d'avoir, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que ça va donner, ce dispositif, si ce n'est qu'il ne concerne personne. Il ne concerne personne, puisque moi, je suis obligé, donc je ne me suis pas inscrit dans mon psy. Et à chaque fois qu'il me le demande, à chaque fois, je suis obligé de dire, vous êtes trop malade. Vous n'avez pas le droit d'être remboursé. Voilà, c'est à peu près l'état des lieux. Et ça, c'est pour donner un peu l'aspect pratique. Alain Bellhauser va intervenir. Alain Bellhauser, je suis professeur. Allez, je joue la carte je suis professeur de classe exceptionnelle de psychopathologie clinique à l'université de Rennes 2. Accessoirement, j'ai été vice-président pendant 7 ans de cette université, chargé des formations, entre autres. Et j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années à l'assistance publique, en particulier puisqu'il faut donner quelques références, avec Jean-François Delfrécy, puisqu'il a été largement médiatisé ces dernières années. Et je résume juste. Je crois que la première chose dont on a beaucoup parlé, c'est donc de ce dispositif Mon Psy. Pour synthétiser un peu les choses, on peut considérer que ça relève beaucoup des effets d'annonce, que c'est un dispositif qui, sous couvert finalement de faire une politique sociale, relève d'une forme d'imposture, on pèse nos mots, qui ne peut que conduire à une forme de prise en charge psychique, entre guillemets, à plusieurs vitesses. C'est-à-dire, c'est certainement la pire des choses que l'on peut prévoir. Donc, ce que nous souhaitons en premier lieu, c'est de revenir complètement en arrière, d'abroger ce dispositif. Ça serait le premier point, je crois qu'il est à peu près consensuel. Le deuxième point, eh bien, c'est que si ce dispositif voit le jour, et s'il est promu de plus en plus dans cet esprit finalement libéral ou néolibéral, ça c'est le symptôme d'une déliquescence du service public. Et ce dont il s'agirait pour nous, c'est de restaurer un service public, en particulier dans ce domaine-là, enfin, mais pas seulement, bien sûr, un service public digne de ce nom, entre autres avec la remise en place de dispensaires, de CMP, etc., pour lesquels les listes d'attente ne soient pas de 6 mois ou 1 an, puisque je crois que c'est véritablement la réalité de terrain que l'on constate. Donc, revaloriser le service public dans ce domaine-là. Troisième point, c'est le corollaire, c'est que il y a une difficulté de plus en plus marquée des formations de la psychologie, des psychologies, qu'il s'agit aussi de reconstruire ces formations, de les revaloriser. Là, il y a un certain nombre de propositions beaucoup plus précises que l'on peut faire, mais on les garde pour l'instant vers nous. Donc, troisième point, c'est la revalorisation et la reconstruction des formations de la psychologie.
Et je rajoute encore un quatrième point peut-être, qui est que les différentes instances de tutelle, et le ministère en particulier de la Santé, à certains moments, s'est appuyé sur quelques, et c'est plutôt une organisation de psychologues, qu'il y en a beaucoup, qu'évidemment, ça fait le jeu dans les négociations des autorités de tutelle de pouvoir s'appuyer sur une organisation qui peut être supposée représentative de la profession, mais que nous considérons comme absolument pas représentative de la profession, pour toutes sortes de raisons, que là aussi, on peut amplement démontrer et argumenter. Donc, pour nous, il est important à la fois de faire reconnaître la pluralité de la profession et la pluralité et le pluralisme des organisations qui la représentent. Et donc, de demander aussi aux instances de tutelle dans quelle mesure ils peuvent prétendre négocier avec la profession alors qu'ils ne négocient qu'avec une infime partie de celle-ci. Monsieur le député, alors je vous propose encore d'entendre... Oui, attendez, mais juste d'abord, est-ce que vous voulez d'abord entendre encore 2 interventions ou commencer à intervenir maintenant, poser des questions? Non, moi je suis à votre écoute. D'accord, alors je vous proposerai d'écouter encore 2 interventions et ensuite vous passer la parole si vous avez des demandes de précision, de questions, etc. Ou alors encore à des gens de la salle ou du Zoom s'ils veulent aussi intervenir. D'accord? Donc, Albert Chicone. Oui, bonjour, je suis professeur d'université à Lyon 2 en psychopathologie et psychologie clinique. Je vais rajouter souligner quelques points qui ont été dits, puis peut-être en rajouter 1 ou 2. D'abord, signaler que les soins gratuits pour la population, pour ceux qui consultent, sont gratuits puisqu'ils sont pris en charge par la collectivité, mais gratuits pour ceux qui consultent, ça existe déjà, ça s'appelle le service public, et notamment les CMP, les centres médico-psychologiques. Ces lieux peuvent recevoir, sont habilités à recevoir toute la population sans discrimination d'âge et sans discrimination de type de souffrance psychique. Et après avoir asphyxié le service public en général et ce type de lieu en particulier, on voudrait maintenant mettre sous contrainte les psychologues qui travaillent en libéraux et leur imposer des conditions qui sont totalement contraires à leur pratique et à ce qu'ils savent faire. Tout cet effort qui a été mis dans ce dispositif-là aurait dû être mis pour créer des postes de psychologues dans le service public, dans ces CMP qui, encore une fois, sont habilités et sont particulièrement compétents pour s'occuper de la souffrance psychique de l'ensemble des citoyens. Ce que nous refusons d'abord, c'est la paramédicalisation. Ça, c'est un point essentiel pour nous. La psychologie, c'est une science humaine. Et en tant que science humaine, elle a toute sa place dans la prise en compte de la souffrance psychique des citoyens. Et elle a toute sa place en articulation intelligente et confraternelle avec la médecine. C'est ce qui se passe dans la réalité quotidienne des psychologues. Tous les psychologues en libéral travaillent en intelligence avec le médecin du coin, avec qui ils peuvent collaborer. Ça ne pose pas de problème, mais elle ne souhaite pas, elle ne veut pas, elle n'est pas faite pour être inféodée à la médecine. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas être inféodé au médecin. On travaille en articulation intelligente et confraternelle. Ce qu'on refuse, le deuxième point qu'on refuse dans ce montage Mon Psy, c'est la sous-tarification, puisque le tarif qui est imposé ne correspond pas du tout aux besoins des psychologues pour vivre, des psychologues libéraux. Ça correspond à peu près à la moitié d'une séance moyenne en France sur le territoire national d'une consultation de psychologue libéral. Ce tarif est contraint, sans possibilité de dépassement d'honoraires, alors qu'il faut savoir que les seuls professionnels qui ne peuvent pas, qui ont des tarifs contraints, sont des auxiliaires médicaux. Tous les autres, sauf à être en secteur 1, mais si on est en secteur 2,
tous les professionnels de santé ont la liberté de leur tarification. Donc ça n'est pas possible. S'il y avait un vrai souci du gouvernement, de ce ministère et de ce ministre pour l'accès aux soins psychologiques de la population, eh bien, il aurait proposé un tarif sécurité sociale quel qu'il soit, ce qui est possible, ce que les moyens permettent. Ce tarif aurait été complété par des mutuelles. Quand il n'y a pas de mutuelle, eh bien, il y a la CMU pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle. Et la totalité aurait pu correspondre au prix d'une consultation d'un psychologue. Donc la sous-tarification, ce n'est pas possible. Et la troisième chose que l'on refuse, c'est la disqualification de certaines pratiques. Il y a un non-respect de la pluralité de nos pratiques. Toutes nos pratiques plurielles, chacune de nos pratiques plurielles sont importantes, sont pertinentes, et ce dispositif et les autres auxquels il est articulé, hein, les plateformes d'orientation, etc., ne respectent pas la responsabilité du psychologue quant au choix de ses outils et quant au choix de ses modalités de travail et de la manière dont il conduit sa pratique en toute responsabilité. Cette responsabilité-là n'est pas respectée. Voilà, refus de la paramédicalisation, refus de la sous-tarification et refus de la disqualification de certaines pratiques au profit d'autres sous des prétextes totalement fallacieux et qui sont irrationnels. Merci Albert. Vous voulez intervenir, monsieur le député, ou je continue à passer la parole? On continue? D'accord. Alors, Frédéric, à toi. Oui, bonjour monsieur le député, merci beaucoup d'être là. Donc Frédéric Tordeau, psychologue clinicien, docteur en psychologie et membre du N3P. Donc je vais souligner certaines choses qui ont déjà été dites, mais en tout cas, la convergence s'est aussi formée en réponse à ces dispositifs qui sont en train de casser notre profession. Et profondément, c'est-à-dire que c'est effectivement MonPsy, un dispositif sous contrainte. Nous n'avons plus la main sur le nombre de séances, sur les patients reçus, par quel biais nous les recevons, les tarifs, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui nous instrumentalise et qui relève d'une sorte de dévalorisation honteuse de nos métiers, un dispositif qui est construit par des tiers, donc et notamment des gestionnaires, et effectivement un dispositif low cost, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ça n'est pas pour soigner, ça n'est pas pour guérir, c'est pour aider la personne à supporter les défaillances sociétales, les coûts qu'il prendrait. Et donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que MonPsy, c'est pour continuer à travailler. Voilà. MonPsy, c'est recevoir des patients pour qu'ils continuent à fonctionner. Ça n'est évidemment pas pour les aider à devenir des sujets indépendants et de traiter par eux-mêmes, par le développement de mécanismes de régulation, leur souffrance future ou passée. Donc, c'est essentiel de comprendre que MonPsy, c'est un modèle qui est en train de modifier nos pratiques en standardisant notre métier et en nous éloignant de ce qui est le sel de la psychologie clinique, c'est-à-dire de la singularité. Et par un biais pervers, c'est-à-dire qu'on va utiliser la paupérisation des psychologues, qui sont une masse effectivement pauvre, pour piocher dans cette masse des professionnels qui accepteraient d'entrer dans un dispositif parce que pour la majorité d'entre eux, ils n'ont pas le choix. Et ça, c'est vraiment une perversion sociétale. Voilà. Par ailleurs, notre revendication, c'est évidemment de faire reconnaître comme un interlocuteur privilégié la convergence auprès des pouvoirs publics. Les psychologues, encore une fois, ne peuvent pas être instrumentalisés en méconnaissant leur identité et en les instrumentalisant. Mais aussi, voilà, on a d'autres
revendications, hein, revaloriser évidemment, comme on l'a dit, les métiers du soin et les psychologues qui participent à la santé sans être professionnels de la santé à l'hôpital, dans le médico-social, etc. Parce qu'on est conscient qu'effectivement, entrer dans le dispositif Monde 6, c'est participer au délitement des services publics. Donc ça, c'est vraiment très important, par une externalisation de ce service public. Et pourquoi pas, voilà, commencer à penser à construire un statut, notamment à l'hôpital, des psychologues cliniciens qui soient compatibles avec notre histoire. Et rappeler quand même que ce serait un inédit en Europe et même dans le monde que des psychologues soient des auxiliaires médicaux. C'est-à-dire que partout dans le monde, il ne s'agit pas, les psychologues n'ont absolument pas ce statut, évidemment, parce ils ont une position transitionnelle, ils ont une place transitionnelle, et notamment, ils ont une place institutionnelle. C'est ça qui est aussi très important, c'est-à-dire que comme ils sont à la périphérie du médical, eh bien, ils ont notamment la place d'analystes de la pratique institutionnelle. Ils reçoivent des soignants, des éducateurs, parce qu'ils sont des tiers. Voilà, on a une position de tiers et on veut effectivement préserver cette position de tiers, notamment voilà, pour éviter, pour pouvoir continuer à recevoir dans un cadre tiers des professionnels, et notamment médecins, notamment professionnels médicaux et paramédicaux qui ont besoin effectivement de nous pour analyser leurs pratiques, pour les superviser, etc. Donc voilà. Voilà. Merci Frédéric. Je continue alors, monsieur le député. Vous passez. Voilà, ok. Oui, bonjour monsieur le député, merci. Sébastien Firpi, psychologue clinicien, je travaille en psychiatrie publique de secteur et aussi en milieu carcéral. Donc le plus important vous a été dit, hein, c'est-à-dire que prendre le dispositif Mon Psy comme un symptôme, et comment ça parle d'une nécessité de réinstaurer la place légitime du psychologue en institution publique ou privée. Et comme ça vous a été proposé aussi, de solliciter les différents collectifs et organisations qu'on représente là pour une légitimité et de la représentativité de notre métier. Juste deux petits points qui viennent du terrain et qui pourront donner un peu des billes pour contrer l'argumentation de ce dispositif marche très bien. Par exemple, on a plusieurs témoignages de généralistes qui disent qu'ils reçoivent de plus en plus de monde en patientèle qui sont très mal. Et en fait, pour ce dispositif, il y a une espèce de cotage de score pour savoir si les gens vont rentrer ou pas dans le dispositif autour de ce qui est appelé anxiété légère. Et ils se retrouvent obligés de fausser les scores pour que les gens rentrent dans le dispositif. C'est-à-dire que c'est un biais de la réalité de terrain. Ces gens-là vont beaucoup plus mal que ce que le dispositif propose. Et aussi, autre constat, de plus en plus dans les centres médico-psychologiques, donc hôpital public, ces lieux de soins au pied de la cité, les listes d'attente, on a parlé de 3 mois, 6 mois, 1 an, mais chez les enfants, ça peut aller jusqu'à 1 an, voire 2 ans. C'est encore plus catastrophique que ce qu'on peut le penser par moment. Eh bien, ces CMP s'organisent, pour certains, à cause de la souffrance de la réalité clinique quotidienne, hein, mais ils organisent des répertoires de personnes qui participent à ce dispositif pour pouvoir adresser les gens et pour pouvoir être moins en surmenage de leur mission de service public originelle. Voilà, c'était une proposition d'information. Je vais passer la parole à Roland. Je vais juste te dire une chose avant de passer la parole à Roland. Sébastien Firpi a relevé qu'on faussait des scores pour que des gens qui vont vraiment mal puissent avoir accès aux soins remboursés pour 8 séances. Bon, déjà 8 séances, si les personnes vont vraiment mal, 8 séances, c'est une catastrophe parce que ça va mal se terminer. La deuxième chose, c'est que je me demande quelle sera la responsabilité juridique du psychologue qui aura reçu cette personne qui ira mal. Parce qu'elle ne sera pas du tout, il semblerait qu'il y ait des sanctions possibles si ça ne correspond pas au dispositif et aux indications du dispositif. Donc, on est dans une drôle de situation. Hein.
Stéphane, il y a assez si c'est possible. Alors, oui, juste ça tombe bien effectivement que Stéphane soit intervenu avant moi, parce que la question que je me posais, qu'en même temps je te pose, Pierre, c'est est-ce qu'il n'y a pas là une responsabilité juridique et politique que de faire perdre une chance à des patients qui seraient inclus dans un dispositif inadapté à leur pathologie, si on peut appeler ça pathologie pour aller vite. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme dire, en quelque sorte, à un chirurgien, vous arrêtez à tel temps d'intervention. Je veux dire que la dépossession, si tu veux, de la responsabilité éthique et méthodologique du professionnel au profit d'une curatelle purement technico-gestionnaire pose quand même des problèmes à la fois moraux et politiques. Il y a une responsabilité de l'État que de pousser des gens à s'inscrire dans un dispositif de soins qui s'avère dangereux pour eux parce que, encore une fois, comme on l'a dit, 8 séances, c'est standardisé. On voit bien qu'effectivement, ça repose sur un critère comptable, mais pas du tout sur un critère clinique, pas du tout sur un critère d'appréciation du professionnel. Alors là-dessus, on revient à l'autre question de l'adressage. Je trouve ce mot abominable, c'est la question de l'adressage. On demande à des médecins généralistes, dont nous savons actuellement que la désertification médicale n'est pas que le propre de la ruralité, puisque à l'intérieur même de nos villes provençales que tu connais et parisiennes, à l'intérieur même de ces villes, il est difficile de trouver un généraliste. Donc, demander à un généraliste cette surcharge de travail pour laquelle il n'a pas de formation et pour laquelle, du coup, on va juridiquement l'impliquer est quand même quelque peu problématique. Au passage, et c'est un point important, au passage, je signale qu'une enquête auprès de l'Association nationale des internes en psychiatrie a témoigné qu'entre 75 et 80% d'entre eux considéraient qu'ils avaient une formation insuffisante en psychothérapie. Donc, des internes en psychiatrie. Donc, qu'est-ce qu'on va demander à un médecin généraliste qui n'est pas formé du tout pour ça? Qui plus est, quand on a évoqué tout à l'heure la question des 40%, c'est un chiffre que nous a donné Albert Sicode, 40% d'installation de nos étudiants en fin de cursus, il faut savoir qu'ils s'installent parce qu'ils n'ont pas de poste. En gros, c'est une opportunité sociale et ce n'est pas du tout un ajustement d'un choix méthodologique ou d'un choix personnel. C'est parce qu'ils n'ont pas de poste. C'est-à-dire que du temps de ma génération, comme disent les vieux, du temps de ma génération, on se formait d'abord à l'hôpital, en MPP, etc. On avait des séminaires, on avait des formations personnelles, et ensuite, on osait quelque peu ouvrir un cabinet et déposer une plaque. Là, aujourd'hui, ils déposent une plaque parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité de se former concrètement dans les hôpitaux. Donc, je pense que c'est un point qui est important. Enfin, et dernier point, il faut bien faire entendre qu'on ne se contente pas de refuser le dispositif. On comprend bien qu'il y a un problème de souffrance psychique et sociale en France, qu'il convient de le prendre en charge. Simplement, nous pensons que le choix qui a été fait des experts était un choix, je dirais, déterminé pour des raisons, on va dire, d'opportunisme politique et d'opportunisme comptable, et pas du tout représentatif de la profession. Donc, ce que nous demandons, c'est que la profession soit vraiment sollicitée. Nous sommes prêts, nous, à travailler pour proposer quelque chose. Nous ne nous contentons pas de refuser, nous souhaitons proposer quelque chose. Simplement, ça suppose qu'effectivement, le pouvoir politique n'aille pas faire son marché pour sélectionner les experts les plus solubles dans ce qu'il a déjà préalablement établi. Voilà, c'est ce point-là qui nous paraît important. Mais peut-être que tu as des questions auxquelles on pourrait essayer de répondre, non? Tu as des questions? Oui, je peux réagir en tout cas à ce que vous avez dit, si vous voulez. Oui. Est-ce que, monsieur le député, on peut laisser juste la parole à Céline qui voulait intervenir et après vous donner la parole? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, ça allait dans la ligne de ce que vient d'évoquer Roland Gori. En fait, moi, je travaille en tant que psychologue en libéral depuis 13 ans que je suis installée. Ça fait un peu plus de 20 ans que je pratique mon métier.
J'ai aussi travaillé longtemps en institution sociale et médico-sociale, toujours un peu, puisque je fais aussi beaucoup d'analyse de pratique auprès d'institutions. Et en fait, je voulais revenir sur l'idée du constat, parce que je pense que le constat est commun, c'est un peu ce que disait M. Goritz, c'est-à-dire que on voit bien, les médecins généralistes sont confrontés à une vraie problématique. Ils reçoivent des gens qui ne vont pas bien psychiquement, et moi, c'est plein tout le temps. Je n'ai jamais de place, par exemple, dans mon cabinet. C'est blindé tout le temps. Je ne reçois presque plus d'enfants en première intention parce que le CMP local n'a pas eu de pédopsychiatre pendant plus de 2 ans. Il y a 18 à 24 mois d'attente et que de fait, comme j'ai une expérience institutionnelle, on avait tendance à m'orienter des enfants qui ont vraiment besoin d'une prise en charge à plusieurs, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire en libéral, quand bien même on peut faire du lien avec nos collègues en libéral. Et moi, je vais volontiers dans les écoles, soutenir les enseignants quand c'est nécessaire pour un patient que je reçois. Je reçois aussi les parents en souffrance, etc. Mais parfois, c'est bien d'être plusieurs aussi pour qu'il y en ait un qui reçoive la famille, un qui reçoive l'enfant, etc. Et en fait, on me les orientait tellement à moi parce qu'on savait que j'avais une expérience en institution que je me suis retrouvée à me dire, mince, je vais mal faire mon travail parce que ces enfants ont besoin d'autre chose. Et aussi, il y avait quelque chose où je ne peux pas, moi, en libéral, on me paye la consultation. Je ne peux pas, si tous mes patients sont dans ces situations-là, aller toutes les semaines dans des écoles, en plus des consultations que je fais payer. Enfin, ça sert à ça, le service public. C'est qu'en libéral, même si j'ajuste mes tarifs au cas par cas, c'est vraiment des choses différentes dans le travail. Et du coup, je voulais vous simplement signaler qu'en fait, moi, je connais très bien les médecins de mon secteur. Ils m'orientent des gens, ils ont confiance dans le travail qu'on relie ensemble. Et à chaque fois que c'est nécessaire pour les patients que je reçois, je les contacte. À l'inverse, je vois très peu de médecins me contacter. Et de fait, je trouve qu'on pourrait tout à fait imaginer au niveau local, moi je travaille en campagne, un partenariat avec les CMP locaux, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin des structures collectives pour travailler à plusieurs, mais je vois pas bien ce que vous appelez troubles anxieux, dépressifs légers, modérés, c'est probablement les gens dont, pour le coup, il n'y a pas du tout besoin de faire du lien avec le médecin, ou voir le psy, ça suffit. Pas forcément 8 séances, on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer pour quelqu'un qu'on reçoit, mais on aurait pu tout à fait imaginer des dispositifs en collaboration avec les libéraux. Moi, je le fais déjà avec des ITEP, avec la protection de l'enfance, où on fait des conventions qu'on détermine ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas des trucs qu'on me dit tu vas travailler comme ça, les gens savent, on voit ensemble comment on travaille, comment on peut travailler ensemble, parce que ça va être plus bénéfique pour un enfant qui est au collège, juste à 5 minutes à pied de mon cabinet, de venir me voir moi, plutôt que de faire 1 heure de route pour aller voir le psychologue de l'ITEP. Donc, en fait, ces choses-là, elles existent déjà en fait, dans la pratique et elles se traitent à la convention individuelle pour un patient donné et pas un dispositif protocolisé pour tous. Et c'est là, en fait, où il y a eu un souci. C'est-à-dire que je pense que sur le diagnostic, on est à peu près d'accord, mais sur la façon de construire les dispositifs, j'ai des collègues qui bossent à Villejean, à Rennes, sur un endroit où les questions sociales ne sont pas les mêmes que dans mon territoire. Évidemment, ils ont monté un dispositif qui s'appelle Pépito, de lien entre les professionnels libéraux, les médecins de ville, etc., à destination des jeunes en difficulté pour faire des consultations psy accessibles sur conditions de ressources. Mais du coup, ils ont monté un projet local qu'ils ont présenté à l'ARS et c'est opérant. Et en fait, je ne comprends pas bien pourquoi on voudrait faire un truc qui vaudrait pour tous, alors que notre pratique, vraiment, elle ne peut que se penser au cas par cas. On ne sait jamais ce qui va débarquer. Et à produire un truc où on sait déjà à l'avance ce qu'il faut dire aux médecins pour avoir accès au remboursement, les gens vont mentir. Et puis des fois, quand les gens viennent nous voir, déjà, on se ment à nous-mêmes tout le temps, on le sait, les psychologues. C'est-à-dire que des gens viennent et ils n'ont pas d'idées suicidaires, et peut-être leurs idées suicidaires, ils vont vous les dire au bout de 6 mois, parce qu'ils n'ont jamais pu les dire à personne, parce qu'ils en ont peur eux-mêmes. Ça les effraie tellement que ça surgit au détour, etc. Donc, avoir l'idée qu'on peut savoir comme ça, en un rendez-vous, ce qui va valoir pour quelqu'un, et de savoir si c'est léger, modéré ou tout ça, c'est vraiment malhonnête, et je comprends la malhonnêteté, parce qu'en fait, ce sont des gestionnaires qui ont produit ces dispositifs, qui ne connaissent pas notre travail, et franchement, la FFPP, ils sont bien gentils, mais ils ne connaissent pas non plus le terrain. Ce sont des chercheurs, ils n'ont jamais rencontré de patients de leur vie, la plupart. Il y a quand même quelque chose, moi, qui me surprend, c'est-à-dire j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer pourquoi, en fait, on ne fait pas assez confiance aux professionnels de terrain. Moi, j'ai envoyé des courriers aux médecins de mon secteur, on va se rencontrer pour éventuellement faire des contre-propositions.
il y a vraiment urgence à inverser le truc très descendant là. Et ça se trouve, ça coûterait moins cher en plus. Parce que c'est vrai que dans un CMP, on sait bien que ça coûte cher parce que le psychologue, il va en réunion, il y a beaucoup de gens, etc. Mais on pourrait tout à fait imaginer des rencontres directes avec le psychologue qui permettraient que ça soit moins coûteux en augmentant les postes dans le service public. Et en plus, en libéral, moi, je ne suis pas service public. Donc, si je signe une convention, je fais bien ce que je veux dans mon boulot. Alors qu'à la limite, quand je travaille dans un CMP, je signe un contrat de travail, je m'engage dans une mission de service public. Je trouve que confier des fonds publics à des psychologues en libéral, c'est limite en fait. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes façons de travailler, etc. Et moi, en libéral, je fais bien comme j'en ai envie. Alors que quand je travaille dans une institution qui a des missions particulières, j'accepte en signant de rentrer dans une mission. Or là, ce qu'on nous demande d'en signer dans mon psy, ce n'est pas des missions. C'est vraiment respecter un protocole, respecter le cadre, faire bien les trucs, bien signer au bon endroit, mais ça ne nous dit rien sur la qualité du travail qu'on doit faire auprès des gens. Et ça, quand même, c'est problématique. Donc moi, j'aimerais bien vous entendre à cet endroit-là. Voilà, c'est tout. Bon, ben c'est une jolie façon de vous passer la parole. Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir et de m'avoir fait partager l'ensemble de ces préoccupations, de ces analyses, de ces expériences. C'est précieux, en tout cas pour moi, d'avoir pu vous entendre en direct comme ça. Et même si je n'ai pas pu participer un peu plus à vos travaux, je vous en remercie. Je ressens dans ce que vous me dites à la fois une grande colère, parce qu'il y a une forme de mise en cause de votre travail qui est assez brutale. Je ressens aussi une inquiétude à l'égard de tous ces patients aujourd'hui et à venir. Évidemment, parce que j'ai bien compris que votre préoccupation n'est pas tournée vers vous-même. Voilà. Donc, je voulais commencer par vous dire ça, vous dire que je pense que la représentation nationale a été allègrement trompée sur ce dispositif, qui n'a pas été débattu comme il aurait dû l'être, qui n'a sans doute pas été présenté comme il aurait dû l'être, et pour lequel on a évidemment, et je vais répondre un peu aux quelques questions qui ont été posées à la fin, enfin en tout cas apporter mes réponses, c'est pas la prétention d'en dire plus que ce que je crois moi, mais on a contourné le débat nécessaire avec vous, mais avec la société dans son ensemble, je crois, sur un enjeu qui est quand même assez important, et la crise sanitaire est venue en ajouter, si j'ose dire. Je ne veux pas centrer les problématiques là-dessus, mais il est évident qu'avec tout ce que nous avons vécu ces 2 dernières années, il y a besoin de votre profession de manière redoublée, quoi, voilà. Concernant la façon dont le gouvernement a procédé, d'abord, je m'excuse, mais je vais redire avec mes mots peut-être des choses que vous avez dites, mais c'est pour aussi vérifier qu'on est d'accord. Je crois qu'il y a d'abord une volonté de casse du service public qui s'est exprimée à diverses reprises, et c'est très vrai évidemment pour l'hôpital qui était en crise avant que le virus ne survienne, qui était largement en crise, et les CMP évidemment l'étaient aussi beaucoup. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a une volonté de faire semblant, et qui pour moi est une marque de fabrique, mais je porte un jugement politique, chacun en fera ce qu'il veut, une marque de fabrique de ce gouvernement. Et puis, l'un ou l'une d'entre vous a évoqué ce caractère vertical des décisions, mais de l'exercice du pouvoir. Mais ça se retrouve à peu près dans toute la gestion que nous avons connue ces dernières années. Et donc, ce qui arrive du point de vue de la psychologie est arrivé à bien des endroits, et on l'a vu au moment de la crise sanitaire, c'est-à-dire des décisions qui tombent. Et quatrième point que je voudrais souligner, c'est une volonté répétée de contourner ce qu'on appelle, de manière peut-être un peu rapide, les corps intermédiaires. Une volonté de faire sans. Et donc, c'est la caractéristique de ce pouvoir vertical, et très présidentialisé pour être clair. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'en satisfaire, et je suis intervenu à maintes reprises. Je prends un exemple hors du champ qui nous occupe aujourd'hui. Les associations de personnes en situation de handicap ont été, par exemple, très maltraitées dans la période, parce que j'ai entendu, y compris des parlementaires, m'expliquer que ils avaient discuté avec leurs voisins, et que finalement, il y avait plus la vérité que des organisations qui étaient empâtées et qui ne discutaient qu'en cercle fermé. Bon.
Mais on l'a vu avec les organisations syndicales. Bon, voilà. Donc, je pense que vous avez raison de ne pas accepter ce simulacre quelque part. Et on a vu dans le Ségur de la santé une volonté aussi d'exclure un certain nombre de partenaires, de partenaires gênants, ou en tout cas qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir autour de la table. Donc, moi, je pense qu'il faut évidemment critiquer cette manière de procéder. Bon, le dispositif que vous avez largement critiqué, je vois bien, y compris à votre écoute, hein, les défauts profonds qui sont les siens, et puis l'objectif qui est le sien, avec cette protocolisation effectivement des actes posés et de l'accompagnement qui ne peut pas fonctionner. J'entends très bien ça, mais on l'a vu à l'œuvre. Alors, je pense sans doute encore plus brutal pour votre profession. Mais à l'hôpital, c'est un peu partout, cette protocolisation fait des dégâts en provoquant une perte de sens et une inadaptation au cas personnel, etc. Bon. Mais là, évidemment, vous, avec le travail fondamental qui est le vôtre, on cherche à faire rentrer finalement l'humain dans des cases. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, je pense qu'on doit pouvoir faire entendre cette réalité-là. Enfin, en tout cas, moi, je suis plutôt là pour essayer d'encourager, parce que je crois que ça ne marchera pas. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, hein, vous avez donné des chiffres, je ne les avais plus en tête. Je crois qu'il n'y avait que 700 praticiens qui avaient décidé de s'engager dans le dispositif. Et il me souvient d'avoir entendu Olivier Véran expliquer de toute façon, les 3000, on les atteindra bien facilement. Ceux qui ne voudront pas en être, tant pis pour eux, on fera 100. Bon, je crois que c'était à peu près ça, hein, la formule qui avait été la sienne, avec une forme de mépris finalement pour la contestation d'une part, mais aussi pour tous les professionnels qui font le choix de ne pas rentrer dans ce dispositif. Donc, je ne sais pas quel sera au final le nombre. Je m'excuse, je ne vois pas tous les messages qui circulent parce que je suis sur mon téléphone, mais oui. J'en ai vu mais passer. Je vous en donne un quand même pour les chiffres parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours important de ne pas être en défaut sur les chiffres. J'ai vu que c'était peut-être pas exactement ça. Non, il y en a 1300 si je vois bien. Ouais. 1300 et 1400. Voilà. Bon. Il vaut mieux être on vérifiera tout ça. Moi, je vais vérifier tout ça. Voilà. Mais même s'ils atteignent les 3000, le résultat pour l'accompagnement psychologique pour la santé des femmes et des hommes et leur bien-être, il ne sera pas au rendez-vous. Donc, on ne pourra pas dire c'est bon, on en a eu 3000, on a atteint l'objectif, ça va, la solution est bonne, quoi. Voilà. Donc, j'entends par ailleurs ce que vous avez un peu dit sur à la fois finalement la négation de la diversité des pratiques. J'entends très bien ça. D'ailleurs, il y avait une tribune qui avait été signée sur laquelle, Roland, tu m'avais alerté, qui quand même visait à faire rentrer dans un moule, tous les praticiens avec une forme de négation d'un certain nombre d'écoles, de pratiques, d'expériences, etc. Bon, on espérait que ça n'ait pas de suite et visiblement quand même là, il y en a une. Je pense qu'il y a une forme de cohérence avec des choses qui avaient déjà été engagées précédemment. J'entends votre volonté de ne pas être inféodé à la médecine, de ne pas être asservi et de garder la place particulière qui est la vôtre. Vous avez parlé d'articulation, évidemment, avec une fonction sociale aussi qui est déterminante. La volonté peut-être aussi, dans les 2 dernières interventions, si je ne trahis pas vos propos, de ne pas faire de la personne un objet mais un sujet, parce que ça aussi, hein, suivant si on rentre dans ce processus, ça risque de mettre en cause la participation du patient lui-même ou de la personne elle-même au processus que vous lui proposez. Donc, je vois bien, je vois en tout cas, parce qu'un sujet approximatif me reprendrait évidemment. Je crois voir l'ampleur des enjeux, en tout cas, qui se dessinent derrière ce dispositif. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je crois qu'on doit pouvoir rassembler assez largement des gens dans une diversité de sensibilités. Et vous avez bien compris ma posture qui n'est pas de venir vous dire je suis la solution. Voilà, ça serait d'abord très présomptueux et puis complètement inadapté. Et je ne suis pas dans cet état d'esprit. Mais en tout cas, voilà, j'ai accepté de participer. Il y a sans doute chez vous une diversité de sensibilités politiques aussi. Et je la respecte. Voilà, je ne suis pas venu ici faire campagne ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon propos. Donc, je veux vous dire que vraiment, je pense qu'on peut rassembler des gens dans une diversité de sensibilités, au moins à gauche, mais sans doute au-delà,
pour essayer de faire grandir le rejet d'abord de la mise en cause de ce dispositif et ensuite de véritables discussions. Donc, excusez-moi, j'ai essayé de noter les noms, mais donc l'un d'entre vous a proposé de faire reconnaître la convergence. Moi, je veux bien essayer d'être utile à cela dans la période pour que vous puissiez être reconnus et entendus, d'une part. D'autre part, je pense que assez rapidement, on verra ce que diront les élections législatives, mais il devrait être possible peut-être d'essayer d'organiser ensemble, avec encore une fois une diversité de collègues. Je prends toutes les précautions, mais sincères, nécessaires, pour peut-être faire un rendez-vous à l'Assemblée nationale, pour essayer d'avoir un rendez-vous avec des forces différentes, en invitant éventuellement des journalistes à venir écouter ce qu'il se passe, etc. Vous l'avez sans doute fait pour votre journée d'aujourd'hui. Mais en tout cas, je veux bien, moi, me mettre à disposition, encore une fois, avec d'autres, pour essayer de faire monter les préoccupations que vous exprimez et que je partage, et puis montrer l'ineptie de la formule qui a été proposée et faire grandir, je crois, et ça a été dit par beaucoup d'entre vous, la nécessité de renforcer le service public qui a été largement abîmé et qu'on essaye encore d'affaiblir. Bon, je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est effectivement dramatique et ça aura des conséquences lourdes pour notre société. Donc voilà, peut-être en essayant de ne pas être trop bavard, je n'ai sans doute pas été exhaustif dans ce que j'ai dit, mais j'espère avoir apporté peut-être un certain nombre de réponses de mon point de vue en tout cas, mais être surtout dans l'échange avec vous. Voilà. Je crois que tu as été parfait, Pierre, mais ça, moi je le savais. Tu as parfaitement reformulé effectivement nos analyses, nos préoccupations et nos propositions. Je crois qu'on peut te remercier aussi non seulement de ton écoute et de la qualité de cette écoute, mais aussi de ta détermination à nous aider, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse sortir de cette situation qui est tout à fait ubuesque. Voilà. Donc moi, je peux te dire simplement vraiment un grand merci. Et je pense que je peux le dire au nom de tous, puisque je vois tout le monde hocher la tête. Bon. Merci à vous, je suis à votre disposition en tout cas. J'avais juste envie de faire une petite précision parce que le dispositif Mon Psy coûte cher. Il est donc pensé sur 3 ans. 50 millions, il coûte 50 millions en 2022, 100 millions en 2023, 170 millions en 2024. Ça fait 320 millions d'euros. Un poste de psycho à l'hôpital, on évalue à peu près à 50 000 euros par an. Ça fait 6 000 postes. Oui, c'est un beau calcul. Je prends le chiffre volontiers. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il est évident que derrière, il y a une volonté d'ordre budgétaire. Et puis, il y a, ce que vous connaissez bien, sans doute, parce que vous avez sans doute lu comme moi certains travaux de notre ami Roland, mais une volonté de tout faire rentrer dans des chiffres avec le numérique aujourd'hui. Et je le vois, moi, à différents niveaux dans le budget de la sécurité sociale. Parfois, on est enfermé dans des logiques comptables et numériques qui finissent par poser problème. Et je crois qu'il y a véritablement une volonté de vous faire rentrer dans ce cadre-là, qui, à mon avis, effectivement, peut être tout à fait dramatique. Mais je prends volontiers les chiffres que vous venez de me donner, qui sont assez éloquents. Merci infiniment, Pierre. Merci à vous. Merci. La Convergence vous remercie. C'est 34 associations de psychologues sur le territoire français, avec l'outre-mer. Alors, on est pris par le temps. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci à vous. Par le temps. Il est bientôt 18h. Avec nous et porter avec nous la manifestation du 10 juin et que grâce à cela, on pourra faire un appel à la grève. Alors évidemment, on est ouvert à toutes les autres collaborations. Si d'autres syndicats, alors il y a l'UNSA Santé bien sûr qui fait déjà partie de la Convergence. Si d'autres syndicats souhaitent s'associer, c'est volontiers. On a prévu une première réunion pour discuter un peu de cela le mardi 3 mai à 21h. Je ne sais pas si d'autres nous rejoindront. Bon, mais pour l'instant, il faut les saluer, les remercier. C'est important qu'on ait Sud avec nous. Merci. Alors, Éric Desmougins est là? Oui, je suis là. Voilà. Bon, merci de vous présenter. Invité. Ah, pardon.
je te laisse présenter, c'est ça? Voilà, oui, présentez-vous parce que je ne suis pas sûr que tout le monde vous connaisse. Voilà. Donc, je suis Éric Demougin. Alors, je dis tout de suite que je ne suis pas psychologue, mais enseignant. Je suis syndicaliste à la FSU. J'y exerce des responsabilités seulement départementales et je veux dire tout de suite que je ne suis absolument pas habilité pour parler à la place de mes camarades de niveau national, ni à la place des psy-EN, donc, qui suivent vos travaux et de tous les psys de la fonction publique et qui sont peut-être dans des formes de négociation que je ne connais pas vraiment en fait. Donc, je ne m'exprime pas non plus à la place de ce qui pourrait être qualifié de base syndicale. Je ne suis pas mandaté pour ça et la pratique syndicale doit être scrupuleuse sur ces questions. Bon, je me considère par ailleurs comme œuvrier, comme Roland a pu le définir dans le manifeste qu'il a conçu avec Charles Sylvestre et Bernard Lubat. Et je suis venu d'abord écouter, et puis je viens ici par amitié pour Roland, parce que l'appel des appels a été un outil fort utile et il reste un outil très utile avec depuis 2009 de façon précoce la description de ces agressions transversales aux métiers par le néolibéralisme, l'emprise néo-managériale. Tout ça a été décrit, documenté, rassemblé, analysé et donc ces travaux sont essentiels dans notre travail syndical quotidien d'accompagnement des professions. Donc, je ne sais pas si je réponds à des questions ou si j'ai prévu un petit peu une description sur la question des alliances, des conditions d'alliance avec le mouvement syndical. Donc, je voulais préciser d'abord que cette préciosité de l'ADA dans notre quotidien, elle prend de plus en plus d'importance puisqu'il y a encore 2 ans, on avait quelques situations par an d'enseignants violemment percutés psychologiquement par des impositions faites à leur métier. Aujourd'hui, c'est presque chaque semaine qu'on est impliqué dans des retours de déstabilisation majeure, des gens qui relèvent de l'accident de service, qu'on est aux côtés des collègues sur des bases CHSCT et d'un accompagnement humain. Donc, c'est vrai que ça résonne beaucoup chez moi, le propos de tout à l'heure de Roland, de préciser que le soin n'est pas uniquement sanitaire. On a le sentiment, quand on est syndicaliste aujourd'hui et qu'on répond à des sollicitations de collègues, qu'on est sur des logiques de soins, évidemment sans être psy. Donc, c'est un élément important. Et pour en revenir à la lutte, objet de cette réunion, vous luttez contre des disqualifications professionnelles, des dévalorisations de métiers, aussi le contrôle qui s'insinue jusqu'au cœur de vos pratiques, l'ignorance, le mépris du métier réel. Et vous êtes face à des dispositifs standardisés, donc mon psy, si je comprends bien la discussion, et dispositif fondé sur une logique comptable et technocratique. Et si je prends n'importe quelle profession que syndique la FSU, qui est une fédération de la fonction publique, pour ceux qui ne le sauraient pas, et que ce soit l'enseignement, la justice, le social, la recherche, la fonction publique territoriale, celle de l'environnement ou de l'agricole, partout ces constats-là sont les mêmes, et les mêmes ravages et les mêmes dégâts, les mêmes déshumanisations sévissent. Donc, la FSU travaille à partir de ces constats en convergence avec les luttes qui combattent cela. Et j'ai le sentiment que je me trouve ici dans un propos qui va dans le sens d'une possible convergence avec vous. Sur le champ politique, notre analyse, c'est que Macron a importé le monarchisme d'entreprise, on va dire, avec un chef et des méthodes d'asservissement tayloristes sur le champ politique, et que c'est ça qu'on vit de façon maintenant permanente, et qui font éclater les collectifs de travail, qui individualisent les travailleurs de façon délibérée, forcée, je dirais même forcenée. Et là encore, c'est un point de convergence important, en tout cas cette fois-ci avec d'autres syndicats comme la CGT ou Sud. Voilà. Alors je pense que nous serons ici toutes et tous d'accord
pour dire que effectivement la manière de résister à cet élan, à ce vent libéral, c'est le maintien de la création de collectifs de travail. Et alors que le point commun de toutes ces réformes, c'est finalement d'ignorer les besoins réels, de faire dysfonctionner avant de prétendre à l'inutilité d'un métier, d'une institution, d'un service public, pour faire monter à la place un marché lucratif sur les ruines de ce qui était avant socialisé. Donc oui, il y a toutes les raisons d'une convergence entre tous ces métiers, les vôtres entre eux, bien sûr, et donc aussi les psychologues du public que la FSU syndique, et puis pour nous, syndicats, l'ensemble des corporations professionnelles. Après, Roland me demande de faire un point sur les conditions des alliances possibles. Je risque peut-être de produire une forme de découragement, j'en suis désolé, mais c'est penser les conditions des alliances entre l'associatif et le syndical suppose d'envisager les freins présents pour pouvoir les affronter. Alors, à propos des alliances, je rappelle encore une fois qu'on n'interprète pas ma participation comme une adhésion ni de base, ni, voilà, ni de l'appareil de la FSU hein, à ce que je vais dire. Moi, personnellement, j'aurais envie de dire qu'on travaille, un nous en m'associant à vous, hein, car je me sens bien dans la richesse du débat qui est présent. Je pense bien sûr qu'il y a à travailler cette unité en passant par des rencontres de travail, mais évidemment qui ne prennent pas la forme de ralliement autour d'une action calée, autour de revendications déjà établies. La co-construction, à mon avis, doit s'imposer et j'entends quel est le fondement de votre approche et peut-être qu'elle est plus développée que ce dont je suis informé. Il faut aussi prendre en compte les réalités syndicales. Le syndicalisme a des règles démocratiques, alors parfois caricaturées en bureaucratisme, et sans idéaliser et sans exclure les problématiques bureaucratiques qui existent dans tous les collectifs humains et syndicats compris. Les syndicats sont ce lieu d'élaboration de décisions collectives qui nécessitent du temps. C'est de la délibération, c'est de la négociation, c'est de la représentation. C'est d'autant plus complexe que le nombre représenté est grand. Et que les corps constitués aussi sont nombreux. La FSU, c'est 100 000 adhérents à l'échelle nationale, une centaine de sections locales, une petite trentaine de syndicats. La CGT, je crois, c'est 600 000 par là adhérents et puis plus de 100 syndicats. Donc, voilà, il faut, dans ce débat que la Fédération fasse avec les 7500 psy-EN de l'éducation nationale, et sans compter, et puis il y a aussi les psys de la PJJ, de la pénitentiaire, de Pôle emploi, de la territoriale, voilà. Et de façon démocratique, la fédération prend le principe de s'appuyer en premier lieu sur les acteurs et actrices concernés par les décisions à prendre. Donc, en ce qui nous concerne, c'est personnel que je viens de citer pour l'objet de notre discussion aujourd'hui. Il ne faut pas ignorer non plus que les syndicats ont des orientations sociétales, à partir desquelles ils négocient, mais qui les contient quand même, qui les borne, et c'est bien normal. Donc, j'entendais tout à l'heure une intervention qui voulait faire converger, y compris des psys, qu'implicitement, peut-être je me suis mépris, mais implicitement décrit comme très à droite, voire à droite extrême. Clairement, la FSI pose des limites à son champ de convergence. L'extrême droite est bien sûr un point indépassable. Et quand bien même on serait d'accord sur la contestation d'un dispositif MonPsy, on n'irait pas sur ces convergences-là. Mais bon, la difficulté à converger va aussi avec des gens qui pourraient porter l'idéologie néolibérale et le capitalisme qui sont analysés par nous comme des causes premières de déshumanisation en cours. Pas trop d'inquiétude là-dessus avec ce que j'entends depuis cet après-midi, mais voilà. Donc, la FSU, pour information, fait partie avec la CGT Sud de syndicats qui se disent de lutte et de transformation sociale. Donc, je pense que créer des alliances, ça suppose d'éclaircir ces points et de les avoir en tête, en tout cas. Et puis, pour en venir à des enjeux plus spécifiques de notre journée, je reviens sur les psy-EN que syndique la FSU, et qui sont donc des interlocuteurs privilégiés pour la question de la convergence qui nous rassemble. Le mandat actuel des psy-EN, c'est un refus d'être absorbé dans le champ de la santé. Donc, je vois que c'est en débat ici et qu'un flou sur cette question peut décourager des convergences. Il faut en être conscient.
Pourquoi cette position de refus d'être absorbé dans le champ de la santé? Parce que ces professionnels ont pour mission quelque chose de très lié à l'institution scolaire. Hein. Ils veillent à l'épanouissement de l'élève, pas simplement de l'enfant, et de l'équilibre de sa santé psychique. Il y a en perspective la question de la réussite scolaire. Donc, il crée des conditions pour favoriser un développement de la personnalité des enfants. Donc, le cadre santé mentale n'est qu'un aspect de leur travail. Ils interviennent pour les élèves qui ont simplement des difficultés scolaires et ils interviennent en prévention. Donc, c'est aussi un point de vue que doit envisager Convergence dans l'analyse des convergences possibles. Et puis, ce métier de psy-EN est confronté aussi à une privatisation violente en ce moment. Hein. Quand je discute avec elle, ou souvent elle d'ailleurs, hein, eh bien, on voit dans le cadre des cités éducatives des associations qui acquièrent pignon sur rue, qui sont labellisées par l'Éducation nationale, par le ministère, et qui sont sur des logiques de développement personnel, qui utilisent des concepts non reconnus comme l'intelligence multiple. Et puis, les élèves en question ressortent de séances où ils sont impactés par des logiques de profilage de leur intelligence qui sont purement scandaleuses. Et donc, tout ça repose sur des fondations qui financent ces associations. On m'a parlé de la fondation Alpha Omega. Et puis, donc, face à ça, il y a des problématiques de privatisation pour les psy-EN qui sont prégnantes aujourd'hui. Grand merci. Ouais. Vous vouliez clore peut-être parce que nous avons largement dépassé notre timing et je pense qu'il va falloir qu'on conclue. Ouais, est-ce que vous vouliez clore sur ce… Je peux raccourcir mon propos. Je ne vais pas parler de la question du titre unique ou de l'opposition à la création d'un ordre. J'avais prévu je peux passer là-dessus. Évidemment, la FSU condamne le dispositif mon psy de Macron, mais il y a un champ possible de convergence à condition de co-construire. C'est un peu ça que je voulais très bien. dire. Et je pense que vraiment, ça peut être le mot de la fin, si vous voulez. Je voulais juste dire quand même que j'ai entendu les échanges ouverts, la volonté d'aller vers des îlots de circulation d'idées, de rhizomes, de créolisation. Tout ça, ça ne me surprend pas, bien sûr, de Roland. Et c'est bien sûr une méthode exaltante à mener. Et probablement que les organisations syndicales peuvent s'inscrire dans cette démarche, mais avec des contraintes propres qu'il ne faut pas ignorer. Voilà. Et si on veut les avoir avec nous. Voilà. Très juste. Un grand merci. Merci beaucoup, Eric. Tu as été super. Désolé, on est obligé de te couper un peu parce qu'on doit aussi respecter toute l'équipe technique qui nous a soutenus et on a déjà un peu dépassé. Donc, un grand merci au nom de tous. Je te dis un très grand merci pour ce que tu as dit et la qualité de tes propos, de tes propositions. C'est Solène qui va conclure là. Merci à vous. En tout cas, je voulais dire un mot pour remercier vraiment très, très chaleureusement toute l'équipe technique de co-gestion des outils qui s'est organisée notamment hier au pied levé pour résoudre tout un tas d'incidents techniques majeurs. Donc, c'est vraiment grâce à eux que cette journée a pu se dérouler dans de bonnes conditions aujourd'hui. Un grand merci à chacun et chacune pour la participation, les interventions, ce qui fait que cette journée a été extrêmement vivante. C'était grâce aux interventions de chacun aussi par Zoom. Donc, on se retrouve pour manifester le 10 juin et puis peut-être, nous le souhaitons, le 11 juin pour prolonger probablement, pour prolonger cette conversation qui commence, finalement qu'on n'a pas eu le temps de poursuivre, sur comment créer les îlots de la convergence, comment structurer un petit peu les choses. On en est au point de départ, donc on espère se retrouver le 11 juin pour poursuivre ensemble. Et merci à la Merci de Montreuil de nous avoir accueillis. Merci à tous. Au revoir.